Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire intitulé Pourquoi choisir Symfony pour un projet web. Il est organisé par les éditions UNI. Nous sommes le premier éditeur de livres et vidéos d'informatique en français, avec 15 à 20 nouveautés chaque mois. Et il est animé par notre expert et auteur Yves Rocamora. Donc les éditions UNI font partie du groupe UNI, qui est le leader de la formation à l'informatique, avec une école, un centre de formation et la maison d'édition. Le webinaire va se dérouler en 2 temps. Il y aura environ 30 minutes d'intervention de Yves Rocamora, puis un temps de questions-réponses. Donc tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat et Yves y répondra après son intervention. Merci à tous pour votre présence. Bon webinaire. Yves, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci déjà de venir participer à ce webinaire donc sur le sujet « Pourquoi choisir PHP et Symfony pour un projet web ?» Et d'ailleurs, on peut se demander aussi pourquoi se poser la question. Alors, je me présente très rapidement. Moi, j'ai une formation de base d'ingénieur en informatique. J'ai exercé pendant une bonne dizaine d'années, même plus, des fonctions d'ingénieur informaticien dans différents groupes, des grands comptes et également des petites structures, des web agencies, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance, on va dire, de la programmation, du développement en entreprise. À partir de 2015, je me suis spécialisé dans la formation. J'ai intégré un centre de formation en tant que formateur sur toutes les technologies web, donc tous les langages et tous les outils qui tournent autour du web. Et depuis avril 2020 dernier, j'ai rejoint la société Orsys en tant qu'ingénieur pédagogique dans un service qui s'appelle Offre et Qualité, et donc je suis en charge du développement de l'offre technologie numérique et également de l'offre développement de projets. Alors, on va commencer ce webinaire. Voilà le sommaire de ce qu'on va un petit peu parcourir ensemble. Et je commence tout de suite par cette question, pourquoi choisir PHP et Symfony pour un projet web? Effectivement, développer un site ou une application web est une tâche qui n'est pas facile. Face à la multiplicité de toutes les techniques disponibles, c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on débute, de trouver le bon outil. Alors, il y a 2 critères essentiels qui doivent être pris en compte pour votre choix. Le premier, cela dépend de la complexité de ce que vous voulez faire. Et aussi, deuxième critère, votre niveau. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous avez déjà développé? Est-ce que vous avez des notions d'informatique, etc., etc. Alors, on s'y perd un peu dans les langages. Il y a une multiplicité de langages utilisés pour faire du développement web aujourd'hui. Au-dessus de ça, il y a les frameworks, les CMS, etc., etc. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous aider à vous y retrouver dans ce labyrinthe de possibilités, si je puis dire. Je suis un convaincu de PHP, mais bon, il n'y a pas non plus de bon ou de mauvais langage. C'est en fonction de ce que vous voulez faire et voilà, et de votre expérience, comme je le disais. Alors, une chose est sûre, c'est que pour faire un projet web, vous aurez besoin, en premier lieu, d'un langage. Le langage, ça va être le vocabulaire que vous allez utiliser pour développer. Et par la suite, vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, ajouter des surcouches à votre langage qui vont vous aider à développer plus rapidement et plus efficacement. Ce sont ce qu'on appelle les frameworks d'un côté et les CMS de l'autre. Je reviendrai un petit peu pour ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre les deux. Alors, je vais commencer par le langage. Il faut, en premier lieu, pour développer un site web, choisir un langage de programmation. Voici la liste, qui n'est pas exhaustive d'ailleurs, des langages de programmation qui vont vous permettre de faire du web. Alors, je vais les passer en revue, bon, sans trop détailler justement, mais je vais les passer en revue. Je commence par ASP. ASP, c'est un langage Microsoft. Alors, au départ, ASP n'est pas une plateforme open source, comme pratiquement les outils Microsoft ne sont pas open source. Mais pour pallier à cela, en fait, ASP a été remplacé par un autre produit de Microsoft qui s'appelle ASP.NET. Et
on va dire que ASP.NET, si vous voulez, c'est plus qu'un langage, c'est vraiment une infrastructure d'application web côté serveur. Alors, quelle est la particularité d'ASP.NET? C'est qu'il est compilé. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a d'un côté les langages compilés et de l'autre les langages interprétés. Quelle est la différence? Un langage interprété est un langage qui est lu ligne par ligne par un interpréteur. C'est-à-dire que lorsque votre navigateur va lire votre programme, eh bien l'interpréteur va passer au travers de chaque ligne pour le traduire en langage machine, puisque au final, votre ordinateur, il ne connaît que le langage machine. On appelle aussi ces langages interprétés des langages de script. D'un autre côté, vous avez des langages qu'on dit compilés, c'est-à-dire qu'en fait, ces langages compilés vont nécessiter une étape au préalable qui est appelée la compilation. C'est-à-dire qu'avant d'exécuter votre code, vous devrez passer par cette étape. Vous allez compiler le code pour obtenir un fichier exécutable, comme on dit, un .exe. Et c'est ce fichier exécutable qui va être exécuté sur le navigateur ou autre, ou sur votre serveur. Quels sont les avantages? Alors, l'avantage d'un langage interprété, le premier avantage que j'y trouve, c'est la simplicité. Il n'y a pas d'étape de compilation. Tout de suite, vous modifiez votre code et tout de suite, il est interprété. Deuxième avantage de l'interprété, c'est la portabilité. On peut très facilement exécuter un script sur les différents systèmes, que ce soit Windows, macOS ou Linux. Quel est l'inconvénient de l'interprété par rapport au compilé? Le compilé, une fois qu'il est compilé, c'est du langage machine, donc ça va très vite. Alors que à chaque fois que vous allez exécuter un programme interprété, eh bien, il va falloir l'interpréter, donc la rapidité d'exécution, si vous voulez, est moins bonne. Voilà, je reviens un petit peu sur ASP, donc langage compilé. Bon, personnellement, je préfère un langage interprété pour faire du développement web parce qu'on voit les effets tout de suite des modifications de ce que l'on fait. Un autre inconvénient de ASP.NET, c'est la communauté quand même. L'ensemble des gens qui travaillent dessus est quand même réduite si on la compare à celle de PHP, par exemple. C'est surtout une solution qui est utilisée par des grands comptes, par des grosses entreprises, par des institutions financières. Mais bon, inconvénient d'ASP, pas facile à apprendre, quand même pas aussi bien adapté pour le web que PHP. Et enfin, ça reste quand même une technologie Microsoft, c'est-à-dire une technologie à source fermée. Bien que l'outil soit open source, tout ce qui gravite autour ne l'est pas. Donc, pour moi, c'est déjà un critère un petit peu d'élimination, on va dire. Ensuite, vous avez C#. Alors, C#, c'est aussi un langage qui est compilé et qui est commercialisé par Microsoft aussi, également. Alors, C#, si vous voulez, ça ressemble, enfin, c'est dérivé un petit peu du C++. Et c'est aussi assez proche du Java, il faut le reconnaître. L'inconvénient de C#, c'est qu'il ne fait pas tout, c'est-à-dire que côté navigateur, tout ce qui doit être géré côté client, je reviendrai un petit peu sur cette différence côté client, côté serveur, enfin tout ça doit être développé avec autre chose que C#, du JavaScript par exemple, etc., etc. Un autre inconvénient de C#, c'est l'extension de bibliothèque qui ne fait pas encore tout ce que l'on souhaite. C'est encore en fait un petit peu à l'état, un petit peu, comment dire, de chrysalide. Voilà, tout n'est pas totalement disponible. Ensuite, vous avez le C++. C++, on peut faire du web avec du C++, bien sûr. Hein. C'est un langage qui est compilé aussi. Alors, bon, il a les inconvénients du langage compilé. C++ est un langage qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire qu'il est très proche de la machine. Alors, bon, c'est bien en termes de rapidité et d'efficacité, mais c'est moins bien pour le développeur, parce que du coup, ça en fait un langage qui est quand même beaucoup plus complexe à développer. Et puis, à mon sens, il n'est pas assez productif pour créer de nombreux sites web rapidement, on va dire. Voilà. On va peut-être l'utiliser pour des grosses applications et pour un investissement un peu plus long. On arrive à HTML, CSS. Alors oui, évidemment, hein, évidemment, vous ferez du HTML et du CSS pour faire du web, c'est sûr. Hein. Côté, de toute façon, client, côté navigateur, il faudra passer par ces deux langages. Mais ces deux langages ne sont pas suffisants, évidemment, pour avoir une application web. Alors Java.
j'ai entendu qu'il y avait des auditeurs qui travaillaient sur Java. Alors, est-ce que Java est un langage compilé ou interprété? On va dire que c'est un langage compilé. Alors, il est pas vraiment compilé comme les autres, c'est-à-dire qu'il est compilé, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en ce qu'on appelle des bytecode, c'est-à-dire un langage intermédiaire, un peu. Il traduit son langage en code, et c'est ce code-là qui ensuite est interprété. Donc, on va dire que c'est quand même un langage qui nécessite une étape de compilation. C'est un très bon langage, hein, je ne le nie pas, j'ai fait du Java pendant longtemps, donc je connais bien ce langage. Mais par rapport à PHP, pour le développement web, voilà à mon sens quels sont les inconvénients de Java. Il est quand même beaucoup plus complexe à apprendre. La syntaxe est plus lourde que celle de PHP. Alors, pourquoi? Parce que Java est un langage qui est très rigoureux. Tout doit être déclaré dans les règles de l'art en Java. Alors, c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi, parce que c'est ce qui va freiner sa flexibilité, si vous voulez. Il faut déclarer dans Java tous les éléments que l'on utilise. Et du coup, ça fait quand même un langage qui est assez lourd et qui est source d'erreurs. C'est-à-dire que dès que vous oubliez de faire une petite déclaration, vous allez avoir une erreur, etc., etc. Un autre inconvénient de Java, c'est les nombreux packages qu'il faut télécharger. Donc, pour un débutant, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le développement web, ça risque d'être un petit peu fastidieux. Voilà. Sinon, à part ça, je n'ai pas d'autres inconvénients à utiliser Java. Il est quand même considéré comme un des langages relativement lents par rapport à PHP. Il est beaucoup plus lent. Alors, il y a quand même des frameworks hein, sur Java, il y a Spring par exemple, mais je trouve personnellement que c'est aussi un framework qui est assez difficile à appréhender, qui demande quand même des notions d'abstraction qui ne sont pas simples. Et c'est souvent qu'on voit des développeurs qui sont un peu bloqués devant les erreurs, les stack traces, voilà, parce que c'est pas toujours évident à débugger. Voilà mon opinion, en tout cas. Ensuite, il y a Perl. Alors, Perl, c'est un petit peu moins connu, mais c'est un excellent langage. C'est un langage de script, hein, Perl. Il est interprété. L'inconvénient de Perl, c'est qu'il y a il sollicite énormément de ressources. Voilà. Donc, il n'est pas très performant. Et en ce qui concerne l'accès aux bases de données, Perl est quand même un peu plus, on va dire, un peu moins efficace que pour accéder à une base de données MySQL, par exemple, que PHP. On utilise Perl plutôt pour faire des applications générales. Voilà. Pour effectuer des manipulations de données, par exemple, Perl est tout à fait idéal. Mais pour développer des applications web, il est quand même un petit peu plus lourd, un peu moins adapté, on va dire. Enfin, Python. Alors, Python, c'est un peu à la mode aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens vont vous dire qu'il vaut mieux développer en Python qu'en PHP. Alors, c'est un langage de script, Python. Il dispose également d'un framework qui s'appelle Django. Il est relativement nouveau. Il a pas mal de supports de librairies, hein, tout à fait, très convenable. Hein. On peut utiliser pas mal de librairies pour faire ce que l'on souhaite en Python. L'inconvénient de Python, on va dire, c'est un langage qui est assez lent quand même à exécuter. L'installation de Python n'est pas toujours évidente, ça dépend du système sur lequel on se trouve, mais c'est pas toujours évident. Moi, je conseillerais, si vous voulez essayer Python, c'est très bien pour des petits programmes très simples, voilà, ou pour faire des jeux ou ce genre de choses. Mais pour des projets vraiment complexes en développement web, c'est un langage qui est assez lent, donc qui n'est pas toujours idéal, voilà, à utiliser. Ensuite, on arrive à Ruby. Ruby, c'est aussi un langage de script. Hein. Alors, aujourd'hui, on n'utilise pas Ruby, on utilise en fait une surcouche de Ruby qui s'appelle Ruby on Rails, qui a sa place hein, parmi les langages de web. Hein, il ne faut pas le nier. Hein. Personnellement, j'ai un petit peu travaillé sur Ruby. Il est quand même plus complexe aussi à mettre en œuvre.
Au départ, il y avait un engouement assez fort pour utiliser Ruby. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même un langage qui est assez lourd, assez complexe. On va dire qu'il est, bon, il est idéal pour des petits scripts, mais voilà, pour des gros projets qui nécessitent de la maintenance, ça peut devenir un petit peu fastidieux d'utiliser Ruby. SQL, alors ça, oui, SQL, bon, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est le langage d'accès à la base de données, quelle que soit votre base de données, que ce soit Oracle, SQL Server, MySQL, etc., etc. Bien sûr, c'est un incontournable, mais qu'il faudra évidemment utiliser avec votre langage de programmation de base, que ce soit PHP ou autre. Alors, JavaScript, alors évidemment, c'est le concurrent aujourd'hui le plus important de PHP. Alors, bon, je ne vais pas dénigrer JavaScript, c'est un excellent langage, mais encore une fois, pour les gens qui souhaitent démarrer, qui souhaitent apprendre à faire du développement web, JavaScript est quand même beaucoup plus complexe à apprendre, notamment parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ou très peu de JavaScript natif. On utilise des frameworks comme React ou Angular, qui sont, à mon sens, moins simples à apprendre que PHP. Vraiment, vraiment beaucoup moins simples. Ça demande quand même des notions d'abstraction qui ne sont pas évidentes à acquérir. Alors, JavaScript, il faut savoir aussi que c'est un langage côté client, côté navigateur. Hein. Mais aujourd'hui, on voit des développements côté serveur de JavaScript, avec notamment Node.js, hein, qui a fait énormément de progrès et qui donc peut être un concurrent, effectivement, d'un serveur PHP. Cela dit, je le répète encore, pour l'avoir testé, côté serveur, JavaScript, c'est quand même plus difficile à comprendre. Le temps de débugage est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus d'erreurs, vous allez avoir beaucoup plus d'erreurs en JavaScript qu'en PHP parce que JavaScript est un langage très permissif. À l'inverse de Java, on peut faire ce qu'on veut avec JavaScript. Donc, le débugage, les outils de débugage ne sont pas évidents en JavaScript. Donc, quand on a une erreur, c'est pas évident de la trouver. On n'est pas aidé par de nombreux outils. L'inconvénient aussi de JavaScript, à mon sens, c'est pas encore un langage qui est abouti. Aujourd'hui, on voit tous les mois apparaître de nouveaux frameworks en JavaScript. Outre ceux dont je vous ai cités, aujourd'hui, on a Svelte.js, par exemple, qui vient d'apparaître, etc. Enfin bref, on est sans cesse en apprentissage constant avec JavaScript. On ne sait pas quand est-ce que ça va se stabiliser, quand est-ce on va avoir vraiment un framework officiel de JavaScript un peu stable. Aujourd'hui, c'est encore en perpétuelle évolution. Donc, à déconseiller aux gens qui souhaitent commencer à développer. Cela dit, si vous utilisez PHP, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous ensuite d'appréhender JavaScript parce que dans PHP, vous avez toutes les notions, toutes les fonctionnalités que vous retrouvez dans JavaScript. Alors, je finis par celui que je préconise aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel de la situation, c'est PHP. Alors, pourquoi PHP? Effectivement, c'est une bonne question. Parce que PHP, il a été construit spécialement pour le web. Il faut savoir que c'est un langage qui a été développé pour faire de la création de sites web dynamiques. Moi, ce que j'aime dans PHP, en premier lieu, c'est sa facilité d'utilisation. On comprend, on arrive à faire des choses assez complexes, on comprend des notions assez complexes, comme par exemple la programmation objet, assez facilement dans PHP. Le deuxième avantage de PHP, c'est sa popularité. Aujourd'hui, énormément, on verra tout à l'heure, de sites et d'applications web sont créés avec PHP. PHP a su évoluer vraiment pour gérer des sites de plus en plus complexes et vous avez des solutions comme WordPress, par exemple, Drupal, Wikipédia, Facebook, etc., qui sont développées en PHP. Vous avez un autre avantage à utiliser PHP. J'en ai pas parlé pour les autres langages, mais l'avantage, c'est aussi d'avoir la quantité d'hébergeurs, si vous voulez, qui sont disponibles. En fait, votre langage, il faudra qu'il soit hébergé sur un serveur. Et vous avez évidemment beaucoup plus d'hébergements disponibles en PHP que dans les autres langages. Autre avantage aussi, si vous voulez utiliser PHP en local, sur votre machine, localement, vous pouvez, avec des distributions qui sont très simples à mettre en place, comme XAMPP,
WAMP ou MAMP, suivant que vous soyez sur Linux, sur macOS ou sur Windows. Voilà, donc c'est pour ça que je préconise PHP. Mais on va continuer un petit peu notre exploration. Les critères de choix. Quel que soit le langage que vous utilisez, voici les critères qui doivent être pour vous vraiment importants à prendre en compte. Premier critère, c'est la simplicité. Alors, si vous conversez avec des développeurs aguerris, ils vont vous dire que la simplicité, ce n'est pas forcément un avantage. Parce que effectivement, eux, ils voient vraiment apprendre un langage de programmation simpliste va vous faire rater tout le sens de la programmation. Cela dit, c'est en partie vrai, mais avant de devenir un puriste profond, un développeur aguerri, il va falloir que vous fassiez vos premiers pas dans la programmation. Et à ce moment-là, la simplicité, je vous avoue qu'elle est quand même, c'est quand même quelque chose qui va vous aider beaucoup. Et si vous regardez le marché du travail aujourd'hui, on voit que les tendances favorisent en fait les langages les plus faciles à apprendre. Ensuite, vous avez la popularité du langage. C'est très important qu'un langage ait une communauté très importante. Pourquoi ? Première chose, parce que si la communauté est très importante, vous êtes sûr que le langage va évoluer et qu'il n'est pas prêt à disparaître. Deuxième raison d'avoir une communauté très importante, eh bien, c'est que si vous rencontrez des problèmes, des erreurs liées au langage, eh bien, vous allez pouvoir vous tourner vers les forums en ligne pour obtenir de l'aide et des conseils. Enfin, dernier argument, je ne sais pas dans quelles conditions vous souhaitez développer votre application web, mais c'est important lorsque vous commencez à regarder un petit peu quels sont les salaires. Alors, ils sont quand même relativement équitables au niveau salaire, tous les langages. Cela dit, vous allez avoir quand même certains langages qui accordent un salaire plus élevé que leurs concurrents. Alors voilà, donc on a parlé de la simplicité, donc facilité d'apprentissage, résolution des erreurs et environnement d'exécution. Ça, c'est vraiment les trois critères aussi à prendre en compte. JavaScript, comme je vous l'ai dit, n'est pas facile à apprendre. Java, c'est lourd, c'est beaucoup plus rigoureux. Voilà. PHP, lui, il possède toutes les notions de programmation des autres langages sans en avoir la complexité. Il est assez souple, il est très flexible. Il y a beaucoup d'outils depuis qu'il est là. Il y a énormément d'outils qui existent pour se simplifier le travail, notamment dans les IDE. On n'a pas besoin de charger énormément de librairies pour le faire fonctionner. Et c'est une bonne introduction pour passer par la suite à d'autres langages. Au niveau de la résolution des erreurs, PHP est assez facile parce qu'il y a beaucoup d'outils de débugage efficaces. Et puis dans PHP, vous avez plusieurs niveaux d'erreurs, c'est-à-dire que vous avez des erreurs qui apparaissent, mais qui sont des erreurs de type warning, d'informations qui ne sont pas bloquantes. Voilà. Et donc, vous pouvez gérer ces différents niveaux d'erreurs comme vous le souhaitez. Enfin, l'environnement d'exécution. PHP est très simple au niveau de son environnement d'exécution. Il suffit juste d'une connexion Internet et, comme je vous le disais, d'un petit utilitaire WAMP à installer, un petit IDE et hop, c'est parti. Vous pouvez développer en PHP. Donc, c'est très simple, très facile à utiliser. Alors, là, c'est une question qui peut vous paraître un petit peu étonnante. PHP est-il mort? Oui, enfin, attendez, je réponds. Pourquoi la question est importante? Effectivement, parce que si vous discutez avec beaucoup de développeurs, ils vont vous dire qu'ils détestent PHP et que PHP, maintenant, c'est terminé. Un des arguments aussi, c'est par exemple que WordPress, dans son dernier éditeur, n'utilise plus du PHP comme il le faisait auparavant, mais le fait maintenant en JavaScript. Alors, bon, pour être assez ancien dans le développement web, j'avoue que j'entends la mort de PHP depuis des dizaines d'années, et PHP n'est toujours pas mort. Alors, si vous regardez ici les statistiques, alors ce sont des statistiques que j'ai repris d'un excellent site qui s'appelle W3Tex. Vous voyez qu'en termes d'utilisation d'un langage de programmation côté serveur, aujourd'hui, PHP est utilisé à 79,1%. Donc, il est loin d'être mort, si vous voulez. De plus,
PHP est en constante évolution. Il y a des versions régulières. La dernière version, PHP 8, vient de sortir en novembre dernier. Elle apporte de nombreux changements par rapport aux versions précédentes, tout un tas d'optimisations intéressantes. Donc, je dirais, non, PHP n'est pas vraiment mort. Si on regarde également au niveau, un indice qui est assez intéressant, c'est de voir les évolutions sur les CMS. Vous avez ici, par exemple, l'évolution des versions de PHP sur WordPress. Et donc, on voit que WordPress met à jour régulièrement ces versions par rapport aux versions de PHP, ce qui prouve que c'est quand même un langage qui est encore très considéré. Et les dernières versions de PHP sont plus rapides que jamais. Si on regarde les benchmarks, les tests qui sont effectués, on voit une énorme augmentation des performances à partir de PHP 7. Alors, je reviens sur la question, pourquoi certains développeurs détestent PHP? Alors, c'est un peu l'opposé de Java, c'est-à-dire en PHP, c'est très facile de coder comme on veut. Il y a beaucoup moins de restrictions que dans Java. Alors, ce qui en fait un langage très flexible. Le problème, effectivement, c'est que tout dépend du développeur. C'est très facile de faire du code non sécurisé avec PHP. Mais ce n'est pas PHP qui est une faille de sécurité en soi, c'est simplement le développeur qui a mal programmé. Donc, effectivement, on peut faire des bêtises en PHP, mais si on développe proprement, PHP est tout à fait aussi sécurisant que les autres. En plus, lorsque vous discutez, pour l'avoir fait avec des développeurs aguerris, souvent ils en sont restés à la version 4 de PHP, où le langage était beaucoup moins évolué. Aujourd'hui, vraiment, si on s'attache aux dernières versions, on a vraiment un langage qui d'ailleurs se structure de plus en plus et qui est vraiment très très performant. Le dernier argument pour lequel on déteste PHP, c'est que c'est le contraire de ce qu'on appelle le hype-driven development, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dernier langage à la mode est tout de suite le meilleur. On est un peu dans cette tendance. PHP fait office un peu de vieux parent puisqu'il est là depuis 10 ans et donc on a tendance à le dénigrer. Cela dit, encore, je le répète, c'est un vieux parent mais qui occupe 79% des sites et des applications web aujourd'hui, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les entreprises. Le dernier point, au niveau des salaires. Alors ça, c'est les chiffres du cabinet d'Urban Linker. Donc vous voyez que ça se vaut. Je vous laisse voir, mais vous voyez que PHP est dans la norme un petit peu de ce qui se fait. Alors ça, c'est les salaires français. Il faut savoir que pour un développeur PHP aux États-Unis, c'est pratiquement le double. Voilà. Bref. Au niveau des freelances, si vous souhaitez vous lancer en freelance, il y a beaucoup de freelances qui se lancent parce qu'il y a beaucoup de petites missions aussi en PHP. Et il y a vraiment un marché sur les petites missions. Vous voyez aussi que là, ça c'est les données de Freelance République. Vous voyez que c'est à peu près équivalent aux autres langages. Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif des langages disponibles. Je vous laisse faire votre opinion, mais vraiment, mon conseil, c'est que si vous commencez à faire du développement web, que vous n'avez pas déjà d'expérience dans un langage précis, je vous conseille vraiment de commencer par PHP parce que ce sera le langage le plus simple à appréhender, ce sera le langage qui vous portera vers d'autres langages. C'est un langage où il y a une énorme communauté qui est très utilisée actuellement et donc vous disposerez également d'un marché assez immédiat pour vous lancer dans le monde professionnel. Voilà, j'en ai terminé pour les langages. Une fois que vous avez choisi votre langage, on va dire PHP, il y a le choix du framework. Qu'est-ce que c'est qu'un framework? Je rappelle pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, lorsque vous utilisez un langage, vous êtes un petit peu comme dans un champ, c'est-à-dire que vous pouvez développer dans n'importe quelle direction, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas si ce que vous faites est bon ou pas, etc. Vous avez une relative liberté. En utilisant un framework, en fait, vous allez avoir une direction, vous allez avoir un cadre précis et vous allez développer dans ce cadre. Ce qui va faire que votre code va être beaucoup mieux structuré, beaucoup plus optimisé. Et si vous êtes plusieurs à développer sur le même projet, vous allez aller tous dans la même direction, donc ce sera beaucoup plus facile, pour chacun de fusionner les développements et de s'aider, de s'entraider, etc. Tout le monde va dans la même direction. C'est l'avantage du framework.
Petit rappel aussi, la différence entre un CMS et un framework. En fait, lorsque vous avez un projet, soit vous utilisez un outil clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de développer, ou très peu. C'est ce qu'on appelle le CMS, hein, gestionnaire de contenu. Donc, tout est fait, tout est clé en main. Voilà, vous n'avez plus rien à faire, simplement à rajouter vos articles, vos images et administrer le site comme vous le souhaitez. L'avantage, évidemment, c'est que là, c'est très facile, hein, comme WordPress, très facile à utiliser. Vous avez un gain de temps parce que vous avez un résultat qui est quasi immédiat lorsque vous lancez votre CMS. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous avez un résultat standard. Vous avez un site qui ressemble à des milliers d'autres. Et si vous voulez faire quelque chose de vraiment de personnel, si vous avez une application particulière à faire, évidemment, vous ne pourrez pas utiliser un CMS. À l'inverse, le framework, lui, nécessitera du développement, bien sûr. Donc, un apprentissage au préalable pour connaître les frameworks. Donc, demande plus de temps peut-être pour développer, mais par contre, vous avez un projet sur mesure. Alors, au niveau des frameworks, quels sont les critères de choix? C'est un peu les mêmes que pour le langage, hein, c'est-à-dire facile à utiliser, voilà, bien sûr, riche en fonctionnalités, ça c'est très important. Que vous ne soyez pas bloqué quand vous avez choisi votre framework en vous disant « Ah mince, je ne peux pas faire telle ou telle chose ». Alors, il y a des fonctionnalités qui sont plus prioritaires que d'autres, je dirais. Par exemple, il faut choisir un framework qui a des fonctionnalités de test. Ça, c'est très important, tester son code. Il vous faudra des fonctionnalités d'optimisation, de cache, de stockage en cache. Il vous faudra un framework qui vous permet d'accéder facilement et rapidement à une base de données. Très important. Et le dernier point, je dirais, c'est aussi avoir des fonctionnalités de sécurité. Très, très important. Au niveau des exigences techniques, c'est très important aussi, vous assurer que votre framework il fonctionne bien avec la base de données que vous souhaitez utiliser, avec voilà, la configuration, avec votre environnement. Voilà. Et bien sûr que vous n'aurez pas de mauvaises surprises à ce niveau. La documentation est très importante. Alors, si vous allez sur le site de Symfony, par exemple, eh bien, vous verrez que la documentation est vraiment très, très bien faite. Il y a, je crois, 5 ou 6 documentations différentes, très spécialisées. Vous avez aussi un outil de recherche en ligne qui est vraiment très intéressant pour pouvoir accéder à l'information que vous souhaitez. La communauté de Symfony est vraiment l'une des plus importantes qui soit. Vous avez des sites comme Stack Overflow, par exemple, qui sont souvent supportés par des développeurs de Symfony. Donc, une très, très grande communauté qui est très active. Et enfin, évolutif, effectivement, choisissez un framework qui évolue, et c'est le cas de Symfony. Aujourd'hui, on en est à la version 5, qui est une version à peu près tous les 2 ans, ou tous les ans et demi, ce qui ne vous n'empêche pas d'utiliser les anciennes versions, puisque, en fait, Symfony, par exemple, assure aussi, en fait, la maintenance des anciennes versions. Alors, je ne vais pas détailler tous les frameworks disponibles sur PHP parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les deux principaux frameworks, on va dire, qui se font concurrence, je l'avoue, hein, c'est d'un côté Symfony et de l'autre côté Laravel. Laravel, c'est un excellent framework également. C'est d'ailleurs le plus populaire dans le monde. Symfony est le deuxième. Laravel est beaucoup plus utilisé aux États-Unis qu'en Europe et surtout qu'en France. Voilà. Symfony est un framework français, donc on a tendance à le privilégier. Cela dit, ils sont vraiment très, très équivalents hein, au niveau fonctionnalité. Quels sont les avantages de Symfony, on va dire, par rapport à Laravel? La modularité. Symfony fonctionne sous forme de composants qui sont faciles à réutiliser. Ça, c'est vraiment très bien. Le code est beaucoup plus propre en Symfony qu'en Laravel. Après, au niveau, voilà, je montre ici les avantages que j'ai retirés de Symfony. La robustesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la robustesse? Eh bien, c'est permettre d'avoir des outils stables, solides, d'accord, savoir des applications qui soient fiables. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, eh bien, vous avez quand même toujours une application qui est fiable et qui permet de lutter contre les menaces du web. La documentation, comme je vous le disais, vous avez beaucoup de documentation. Vous avez comment commencer rapidement une application Symfony. Vous avez une documentation par composant, puisque Symfony, en plus, on peut utiliser un composant de Symfony sans utiliser les autres. On peut charger juste un composant, celui qui nous intéresse. Et donc, on a de la documentation
sur un composant particulier. Vous avez ce qu'on appelle les cookbooks, c'est-à-dire des recettes de cuisine. Comment faire un formulaire, comment je mets en place une sécurité. Donc ça, c'est aussi vraiment très, très pratique, surtout lorsqu'on débute. Vous avez les best practices, comment bien développer, parce que c'est pas parce que vous avez un framework que vous pouvez aussi faire des bêtises, la manière dont vous l'utilisez. Donc, quelles sont les bonnes pratiques d'utilisation. Et puis, vous avez le manuel de référence, le manuel du moteur de Symfony, où là, vous pouvez vraiment plonger très profondément dans la structure de Symfony. La communauté, bah, c'est un framework qui est très reconnu dans le monde. Hein. Je crois qu'il est dans le top 3 des frameworks PHP. C'est une communauté qui est internationale. La communauté fait vraiment un réel travail de qualité et d'amélioration du code. Certaines fonctionnalités de Symfony qui sont implantées dans Symfony, eh bien, proviennent de la communauté à travers des projets GitHub notamment. Voilà. Donc, cette communauté va vraiment vous permettre de gagner du temps dans votre développement. Voilà, je terminerai un petit peu, donc, un peu personnellement, bon, puisque je propose cet ouvrage, Apprendre à développer des applications avec PHP et Symfony. Alors, j'ai rédigé cet ouvrage avec vraiment deux soucis constants. Le premier, c'est que ce soit très simple à comprendre pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, même en informatique. C'est-à-dire que dans ce livre, je démarre de zéro. Je démarre de, voilà, vous avez un ordinateur, une souris, comment vous allez faire une application web assez complexe, parce que dans le livre, je vous amène très loin dans Symfony. On aborde vraiment la quasi-totalité des fonctionnalités de Symfony, mais de manière très progressive. Vous voyez là, vous avez un exemple, j'ai pris la première page, mais il y a très peu de texte. En fait, c'est assez succinct, mais l'essentiel. Il y a des illustrations qui permettent encore mieux de comprendre. On ne va pas s'engager dans des notions abstraites, on ne va pas s'engager dans des projets complexes. Je vous montre pour chaque fonctionnalité vraiment ce qu'il y a l'essentiel à savoir. Et puis à côté, ben, vous avez des petits exercices aussi très simples que vous pouvez vous exercer à faire, voilà, pour progresser. C'est vraiment très progressif, mais pour les gens qui connaissent déjà Symfony, le livre est tout à fait aussi intéressant puisque, je vous le dis, on aborde des sujets comme la sécurité, comme la notion de service, etc., l'ORM, doctrine, enfin plein de choses qui peuvent être intéressantes. Outre cela, j'ai créé un petit site aussi qui s'appelle livrocamora.com où vous avez la petite vidéo de présentation. Alors, je ne sais pas si je peux très rapidement, vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que mon idée, c'est, voilà, ça c'est le site, voilà. Donc, vous avez une petite vidéo qui vous présente un petit peu, voilà, ce que je viens de vous dire, en gros. Vous avez le lien vers l'ouvrage, et puis vous avez un formulaire de contact. Donc, je m'engage vraiment, si vous abordez Symfony, si vous parcourez le livre et si vous faites les exercices, et que vous tombez sur une erreur, vous êtes bloqué, etc., vous ne comprenez pas pourquoi votre code ne marche pas, ben, n'hésitez pas à me laisser un message et vraiment, je m'engage gratuitement vraiment à vous dépanner de façon à ce que vous ne restiez pas bloqué à un moment donné sur quelque chose qui vous empêcherait par la suite de progresser. Ben voilà, on a fait le petit tour. Je ne sais pas si j'étais trop long ou trop court. Alors, dernière chose, hop, je me remets peut-être en... je suis moins doué pour faire voilà, diaporama. Hop, diapositive actuelle. Donc, ce qu'il faut retenir en gros, pourquoi je préconise PHP? Facilité d'apprentissage, le langage le plus utilisé dans le développement web aujourd'hui, possède toutes les notions de programmation, donc vous ne louperez rien pour passer à la suite à d'autres langages, une très grande communauté en ligne, et donc c'est l'idéal pour démarrer. Symfony, c'est l'un des frameworks PHP les plus performants. Il est réputé pour sa fiabilité et sa robustesse. Il y a une très grande communauté internationale qui va vous aider. Et enfin, Cocorico, hein, pourquoi ne pas utiliser un framework français? Voilà. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Merci. Et je ne sais pas si... Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment passionnante. Donc effectivement, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter et commander le livre de Yves Rocamora, Apprendre à développer des applications web avec PHP et Symfony.
Et maintenant, vous allons pouvoir passer aux questions. Mais juste avant, je laisse Yves vous poser la question qui vous permettra de peut-être gagner un exemplaire de son livre. Un gagnant, ça Alors, vous sort parmi les réponses. Je vous recontacterai. si vous m'avez bien écouté, j'ai donné la réponse dans le webinaire. Hein. Donc, parmi les langages que j'ai cités, donc PHP, Java, Perl, Ruby, Python, JavaScript, ASP.NET, C#, C++, pourriez-vous me dire lesquels ne sont pas des langages de script? Voilà, donc à vos réponses. Vous pouvez répondre dans la fenêtre de chat et on vous recontactera donc cet après-midi. On contactera le gagnant cet après-midi. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser donc dans le chat. On a quelques questions qui sont déjà parvenues pendant la présentation. Oui. D'accord. Johan, par exemple, demandait au tout début aussi quelle IDE préconisez-vous? Alors c'est intéressant comme question. Effectivement, il faut un IDE, un éditeur en ligne. Alors, pour faire du PHP, il y a une Rolls, hein, la Rolls-Royce de l'IDE, si je puis dire, c'est PHP Storm. PHP Storm, vous pourrez vraiment, il va beaucoup vous aider. Alors pas si vous êtes débutant, mais si vous êtes un peu plus aguerri, si vous commencez à travailler avec du langage objet, avec des classes, etc. PHP Storm va vous faciliter la vie. Il a une autocomplétion qui est très rapide. Autocomplétion, c'est quoi? Ça a l'air de rien, mais vous tapez deux, trois petites lettres et hop, vous avez le code généré qui est demandé. Donc, c'est un gain de temps inestimable. Quand on a des milliers et des milliers de lignes à écrire, je vous avoue que c'est vraiment très utile. Il permet de vous connecter à votre base de données directement à l'intérieur d'IDE. Il a aussi un terminal pour travailler en ligne commande qui est parfait. Donc, PHP Storm est l'idéal. Mais attention, je ne recommande pas PHP Storm parce que malheureusement, PHP Storm est un logiciel, est un IDE payant. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. Je suis pour les solutions open source. Donc, l'autre IDE qui est vraiment très intéressant et très performant, j'en parle d'ailleurs dans le livre, pour apprendre à utiliser les différents plugins qui sont très faciles à installer d'ailleurs, beaucoup plus faciles que dans d'autres IDE, c'est Visual Studio Code. Voilà, c'est vraiment l'IDE que je préconise. Il est très simple. Il y a beaucoup de plugins que l'on peut accrocher autour et vraiment c'est très pratique et très simple à utiliser. Voilà, donc Visual Studio Code. Mais il y en a d'autres, hein. Évidemment, il y a Bracket, il y en a d'autres. Après, mais si vous n'avez pas de choix au préalable, je vous conseillerais Visual Studio. Merci Yves. Alors Mehdi nous demande pourquoi Laravel a dépassé Symfony en termes de popularité. Est-ce que l'apprentissage de Symfony nous garantit un job? Merci. Alors, je réponds à la deuxième question. Oui, absolument oui pour le job, surtout en France. Voilà, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas beaucoup de postes ou de missions en Laravel en France. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de raison réelle parce que honnêtement, Laravel est équivalent à Symfony. Je vous dis, c'est vraiment un très bon logiciel. Laravel est très utilisé aux États-Unis et aussi dans les pays d'Asie, etc. Il faut savoir que les deux frameworks sont vraiment à égalité aujourd'hui, c'est-à-dire que la dernière version de Symfony, la version 5, ressemble beaucoup, a repris pas mal de fonctionnalités intéressantes de Laravel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout ce qui est les migrations pour les bases de données, eh bien, Symfony a récupéré ce que faisait Laravel. Tout ce qui est aussi au niveau du moteur de template, Symfony a aussi acquis un niveau, a récupéré des éléments. Donc aujourd'hui, entre Symfony 5 et Laravel, vous n'avez pas énormément de différence. Cela dit, Laravel a aussi pris des choses dans Symfony, hein, dans l'autre sens aussi. Hein. Voilà, il y a tout ce qui est les classes de response, de request, tout ça, Laravel l'a piqué à Symfony. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est deux outils qui sont, on va dire, équivalents. Encore une fois, je trouve que dans Symfony, il y a une plus grande modularité. Donc, je trouve que c'est un des avantages de Symfony par rapport à Laravel. Mais voilà, l'inconvénient de Laravel chez nous, c'est qu'il est très peu utilisé. D'ailleurs, dans ma société, la Orsys, on a une formation Laravel, mais on a très peu
de personnes qui s'inscrivent à cette formation. C'est très marginal. Alors que Symfony, on a vraiment beaucoup de formations qui sont dispensées dessus. Donc, si vous voulez trouver un job, eh bien, privilégiez Symfony. Et si vous voulez passer à la Ravel, ce sera très simple. Si vous connaissez Symfony, ça ressemble beaucoup. Donc, vous retrouverez vos petits, si je puis dire, dans la Ravel. Merci Yves. Alors, Joanne nous demande, est-ce que votre site livrecamora.com est programmé en Symfony? Alors, je n'ai pas utilisé Symfony parce que ce serait utiliser un marteau-piqueur pour enfoncer un clou. Il est très simple, mon site, hein. Il y a juste un en-tête, une vidéo et un formulaire de contact. Donc, je ne vais pas mobiliser un framework pour ça. Donc, je l'ai fait comme ça très rapidement. C'est du PHP, par contre. Hein, oui, c'est du PHP. Donc, avec du code, voilà. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser Symfony. Mais cela dit, si j'avais vraiment une application à faire aujourd'hui, oui, j'utiliserais Symfony, bien sûr. L'avantage de Symfony aussi, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est que vous pouvez coupler avec des frameworks JavaScript, par exemple. Vous avez un outil, enfin un module dans Symfony qui s'appelle Symfony Encore, qui vous permet d'insérer de l'Angular, du React au sein de PHP. Donc, vous voyez que ce framework peut être une bonne, j'allais dire une colle, une bonne glue pour agencer plusieurs langages aussi, en un seul. C'est l'avantage de Symfony. Et puis aussi au niveau des bases de données, vous avez une multiplicité de bases de données que vous pouvez coupler dans Symfony. Vous pouvez même travailler avec plusieurs bases de données en même temps. Vous avez aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des connaisseurs des bases de données, mais aujourd'hui vous avez des bases de données qu'on appelle NoSQL, c'est-à-dire qui sont un peu dématérialisées, des bases de données qui se trouvent sur des clouds, hein, comme on dit aujourd'hui. Et tout ça est bien sûr prévu dans Symfony. Vous avez des outils très simples pour mettre en place, voilà, des accès de données qui sont sur du cloud ou des web services, autre chose que des bases de données traditionnelles, structurées comme on le fait. Merci Yves. Alors, Rolf nous demande, en ce qui concerne le livre, y aura-t-il des add-ons au cours de l'évolution de Symfony? J'imagine que ça concerne des mises à jour du livre. Alors, oui, alors ça ne dépend pas que de moi, parce que ça dépend de Eni, mais bien sûr, je peux tout à fait, effectivement. Alors, ce que je vous ai dit est vrai, c'est-à-dire si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous réponds, hein, il n'y a pas de souci. Là, actuellement, le livre, il est vraiment à la page, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire que il est à jour. Hein, c'est vraiment la dernière version. Enfin, je l'ai terminé en novembre, donc voilà, il est vraiment à la version actuelle de Symfony. Je ne sais pas si je peux montrer un peu, je sais pas, si on va sur le site de Symfony, peut-être, je vais montrer ça, je sais pas si Oui, vous allez-y. sur mon écran. Voilà. En fait, pour voir un petit peu les évolutions de Symfony, les releases, voilà. Vous voyez, le site de Symfony, la documentation est vraiment très bien faite. Vous voyez, on est en version 5.2, donc c'est vraiment la version actuelle que j'ai utilisée pour le livre. Et si vous regardez aujourd'hui les versions, les releases qui sont proposées dans Symfony, donc on arrive à la 5.3, mais vous avez la version 4 qui est toujours maintenue. Pourquoi? Parce que il y a une petite évolution entre la version 4 et la version 5, et donc les anciennes applications qui fonctionnent sur la version 4 continuent à être supportées le temps qu'on puisse faire la migration vers la version 5. Mais vous ne serez pas perdu si vous n'êtes pas dans la dernière version mise à jour, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres frameworks. Il faut faire attention à ça. Cela dit, je vous préconise aujourd'hui au moins si vous voulez vous initier à Symfony, eh bien au moins de partir de la version 5. Hein. C'est la plus récente et la plus immédiate. Mais tout à fait, après il faut en parler avec Eni, mais s'il y a des add-ons à faire, bien sûr, je les ajoute volontiers. Oui, ce sont régulièrement des choses qui se font. On a des livres qui sont mis à jour régulièrement. En fait, c'est décidé avec l'équipe éditoriale, tout ça. Très bien. Après, s'il y a des vidéos aussi, je peux aussi vous faire des petites vidéos sur des points particuliers. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi, mais on peut organiser ce genre de choses. Alors, nous avons Olivier qui nous demande, le ticket gagnant ne serait-il pas Symfony pour API REST et JavaScript en front-end avec Encore?
C'est pas mal. Tout à fait. Alors, les deux sont complémentaires, mais les deux font un petit peu la même chose. Donc, on peut aussi décider, par exemple, d'accéder à une API REST uniquement avec la partie client JavaScript, hein. C'est tout à fait possible. Effectivement, sinon, si on veut faire des accès vraiment, on va dire, structure de données, base de données, on peut utiliser effectivement une API avec un web service derrière, tout à fait, pour récupérer les données et du coup utiliser la partie JavaScript pour tout ce qui est le traitement sur le client. Je suppose que tout le monde connaît la différence hein, un petit peu. Je sais pas, sinon, voilà. En fait, il faut savoir que quand vous utilisez, quand vous consultez un site hein, web, vous avez une partie qui est exécutée par votre navigateur, Firefox, Chrome, etc. C'est ce qu'on appelle la partie côté client, c'est-à-dire que le programme est exécuté sur le PC du client. Et puis, vous avez une partie qui est exécutée, qui est en amont. Hein. Généralement, c'est la partie qui vous permet d'accéder aux données, de récupérer des données. Cette partie, en fait, est exécutée sur un serveur, donc côté serveur. Donc, la question est intéressante, effectivement, puisqu'on peut à la fois accéder à des données côté serveur via un web service. Un web service, si vous voulez, c'est un outil qui permet de communiquer de serveur à serveur, changer des informations de serveur à serveur. Et une fois que ces données sont récupérées, on peut ensuite les récupérer côté navigateur avec, voilà, avec React, avec Angular ou Svelte maintenant, puisque c'est l'outil dernier. Donc oui, c'est une très bonne configuration, effectivement, d'allier les deux. Merci pour cette réponse. Alors, on avait Joanne tout à l'heure aussi qui disait que le site de Symfony ne propose pas de documentation en français. Alors déjà, je pense qu'on peut Ah oui, de lire votre livre, mais peut-être vous avez des recommandations sur d'autres je en sais. français. Alors, c'était le cas. En version 3, il y avait une version française que dispensait Fabrice Potentier, qui est voilà, le père de Symfony. Et puis, ils ont arrêté par la suite. Alors, pourquoi? Je n'ai pas vraiment la réponse. Peut-être parce qu'ils se sont dit que l'anglais est vraiment la langue de base de l'informatique. C'est vrai que de toute façon, et il ne faut pas se leurrer, si vous voulez vraiment investir dans des développements web, vous serez obligé d'avoir des notions anglais parce que la plupart des sites ou des informations vous seront données en anglais. C'est vraiment la langue de l'informatique. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de maîtriser, moi je ne parle pas anglais couramment, mais je comprends l'anglais technique, ce qu'on appelle l'anglais technique, qui ressemble beaucoup aussi à, les mots ressemblent beaucoup à ce qu'on a en français. Hein. Méfiez-vous des traductions, c'est le conseil. Si vous cherchez un site en français, une documentation en français de Symfony, personnellement, je préfère la version anglaise, parce que les traductions ne sont pas toujours faites par des gens qui connaissent le logiciel, et donc ils vont vous traduire des choses un peu curieuses. Je n'ai pas d'exemple là en tête, mais méfiez-vous des traductions, ça peut vous induire en erreur. Je vous conseille plutôt d'apprendre un petit peu quelques notions d'anglais et de suivre vraiment les documentations en anglais. Ils ne sont pas si compliqués à faire. Après, vous avez toujours la possibilité de faire un Google Translate, de prendre une page en anglais et de la passer dans la moulinette de Google Translate et il va vous traduire ça de manière optimale, je l'avoue. Alors, je n'ai pas vraiment de conseils, à part mon livre, pour vous dire non, allez chercher l'information en français. Je vous le déconseillerais. C'est déjà une très bonne source. Voilà, c'est une très bonne source. Bon, on arrive sur les dernières questions. Je ne sais pas Ah, si vous avez déjà, d'autres d'accord. questions à poser. Si oui, c'est le moment. Sinon, nous allons pouvoir conclure ce webinaire. Bon, Très bien. a priori, on a fait le tour. OK. Euh, Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser à webinaire avec un S à la fin @eni.fr ou bien directement poser vos questions à Yves sur son site www.yvesrocamora.com où vous pouvez laisser des messages et chatter en direct avec lui. Le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube Eni Formation Édition et vous recevrez un petit lien par email pour pouvoir y accéder. Le gagnant du tirage au sort sera donc recontacté par email cet après-midi. Un grand merci à vous Yves
pour votre intervention. Merci à vous. Merci également à tous les participants pour votre présence, votre attention et vos questions. Et à très bientôt.